Une nuit de Cléopâtre. Théophile Gautier, lu par Fabienne Prost. Il y a au moment où nous écrivons cette ligne 1900 ans environ, qu'une cange magnifiquement dorée et peinte descendait le Nil avec toute la rapidité que pouvaient lui donner 50 rames longues et plates, rampant sur l'eau égratignée comme les pattes d'un scarabée gigantesque. Cette cange était étroite, de forme allongée, relevée par les deux bouts en forme de cornes de lune naissante, svelte de proportions, et merveilleusement taillée pour la marche. Une tête de bélier surmontée d'une boule d'or armait la pointe de la proue et montrait que l'embarcation appartenait à une personne de race royale. Au milieu de la barque s'élevait une cabine à toit plat, une espèce de naos ou tente d'honneur, coloriée et dorée, avec une moulure à palmettes et 4 petites fenêtres carrées. 2 chambres également, couvertes d'hiéroglyphes, occupaient les extrémités du croissant. L'une d'elles, plus vaste que l'autre, avait un étage juxtaposé de moindre hauteur, comme les châteaux gaillards de ces bizarres galères du XVIe siècle, dessinés par Della Bella. La plus petite, qui servait de logement aux pilotes, se terminait en fronton triangulaire. Le gouvernail était fait de 2 immenses avirons, ajustés sur des pieux bariolés, et s'allongeant dans l'eau derrière la barque, comme les pieds palmés d'un cygne. Des têtes coiffées du pschent, coiffure des pharaons, et portant au menton la corne allégorique, étaient sculptées à la poignée de ces grandes rames que faisait manœuvrer le pilote, debout, sur le toit de la cabine. C'était un homme basané, fauve comme du bronze neuf, avec des luisants bleuâtres et miroitants, l'œil relevé par les coins, les cheveux très noirs et tressés en cordelettes, la bouche épanouie, les pommettes saillantes, l'oreille détachée du crâne, le type égyptien dans toute sa pureté. Un panier étroit, bridant sur les cuisses, et 5 ou 6 tours de verroterie et d'amulettes composaient tout son costume. Il paraissait le seul habitant de la cange, car les rameurs, penchés sur leurs avirons et cachés par le plat-bord, ne se faisaient deviner que par le mouvement symétrique des rames ouvertes en côte d'éventail à chaque flanc de la barque, et retombant dans le fleuve après un léger temps d'arrêt. Aucun souffle d'air ne faisait trembler l'atmosphère, et la grande voile triangulaire de la cange, assujettie et ficelée avec une corde de soie autour du mât abattu, montrait que l'on avait renoncé à tout espoir de voir le vent s'élever. Le soleil du midi décochait ses flèches de plomb. Les vases cendrés des rives du fleuve lançaient de flamboyantes réverbérations. Une lumière crue, éclatante et poussiéreuse, à force d'intensité, ruisselait en torrents de flammes. L'azur du ciel blanchissait de chaleur comme un métal à la fournaise. Une brume ardente et rousse fumait à l'horizon incendié. Pas un nuage ne tranchait sur ce ciel invariable et morne, comme l'éternité. L'eau du Nil, terne et mate, semblait s'endormir dans son cours et s'étaler en nappes d'étain fondues. Nulle haleine ne ridait sa surface et n'inclinait sur leurs tiges les calices de lotus, aussi roides que s'ils eussent été sculptés. À peine si de loin en loin, le saut d'un béchir ou d'un faaka, béchir et faaka, 2 sortes de poissons, gonflant son ventre, y faisait miroiter une écaille d'argent. Et les avirons de la cange semblaient avoir peine à déchirer la pellicule fuligineuse de cette eau figée. Les rives étaient désertes. Une tristesse immense et solennelle pesait sur cette terre, qui ne fut jamais qu'un grand tombeau, et dont les vivants semblent ne pas avoir eu d'autre occupation que d'embaumer les morts. Tristesse aride, sèche comme la pierre ponce, sans mélancolie, sans rêverie, n'ayant point de nuages gris,
de perles à suivre à l'horizon, pas de source secrète où baigner ses pieds poudreux, tristesse de sphinx ennuyé de regarder perpétuellement le désert, et qui ne peut se détacher du socle de granit où il aiguise ses griffes depuis 20 siècles. Le silence était si profond qu'on eût dit que le monde fût devenu muet, ou que l'air eût perdu la faculté de conduire le son. Le seul bruit qu'on entendit, c'était le chuchotement et les rires étouffés des crocodiles pâmés de chaleur, qui se vautraient dans les joncs du fleuve, ou bien quelque ibis qui, fatigué de se tenir debout, une patte repliée sous le ventre et le cou entre les épaules, quittait sa pose immobile et, fouettant brusquement l'air bleu de ses ailes blanches, allait se percher sur un obélisque ou sur un palmier. La canche filait comme la flèche sur l'eau du fleuve, laissant derrière elle un sillage argenté qui se refermait bientôt, et quelques globules écumeux, venant crever à la surface, témoignaient seuls du passage de la barque, déjà hors de vue. Les berges du fleuve, couleur d'ocre et de saumon, se déroulaient rapidement, comme des bandelettes de papyrus entre le double azur du ciel et de l'eau, si semblables de ton que la mince langue de terre qui les séparait semblait une chaussée jetée sur un immense lac, et qu'il eût été difficile de décider si le Nil réfléchissait le ciel ou si le ciel réfléchissait le Nil. Le spectacle changeait à chaque instant. Tantôt c'étaient de gigantesques propylées qui venaient mirer au fleuve leurs murailles en talus, plaquées de larges panneaux de figures bizarres, des pylônes aux chapiteaux évasés, des rampes côtoyées de grands sphinx accroupis, coiffés du bonnet à barbe cannelée et croisant sous leurs mamelles aiguës leurs pattes de basalte noir. Des palais démesurés faisant saillir sur l'horizon les lignes horizontales et sévères de leur entablement, où le globe emblématique ouvrait ses ailes mystérieuses comme un aigle à l'envergure démesurée. Des temples aux colonnes énormes, grosses comme des tours, où se détachaient sur un fond d'éclatante blancheur des processions de figures hiéroglyphiques. Toutes les prodigiosités de cette architecture de titan. Tantôt des paysages d'une aridité désolante, des collines formées par de petits éclats de pierre provenant des fouilles et des constructions, miettes de cette gigantesque débauche de granit qui dura plus de 30 siècles. Des montagnes exfoliées de chaleur, déchiquetées et zébrées de rayures noires, semblables aux cautérisations d'un incendie. Des tertres bossus et difformes, accroupis, comme le cryocéphale. On appelle cryocéphale la statue d'un dieu à tête de bélier. Des tombeaux, et découpant au bord du ciel leur attitude contrefaite. Des marnes verdâtres, des ocres roux, des tufs d'un blanc farineux, et de temps à autre, quelque escarpement de marbre couleur rose sèche, où bâillaient les bouches noires des carrières. Cette aridité n'était tempérée par rien. Aucune oasis de feuillage ne rafraîchissait le regard. Le vert semblait une couleur inconnue dans cette nature. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.